Pensez à l'année dernière. Pas à un moment précis, mais à l'ensemble. Janvier à décembre, 12 mois, 365 jours, environ 8700 heures de votre vie. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Combien de ces heures vous reviennent réellement en mémoire ? Ne comptez pas les vacances, ni votre anniversaire. Cela ne compte pas, car votre cerveau s'attendait à les vivre. Il avait préparé le dossier de stockage à l'avance. Pensez plutôt aux semaines ordinaires, au mardi après-midi gris, au dimanche soir, juste avant que le lundi ne vous percute à nouveau. Essayez de ramener à la surface une seule image, une seule sensation d'un mercredi au hasard en mars dernier. Rien, le vide absolu. Et voici la partie qui devrait vous nouer l'estomac. Ce n'est pas parce que ces journées étaient sans importance, c'est parce que votre cerveau ne les a jamais enregistrées. Vous étiez là, vous respiriez, votre cœur battait, mais neurologiquement, selon votre propre mémoire, ces journées n'ont tout simplement jamais existé. Elles ont été supprimées, pas par l'érosion du temps, mais par votre propre mécanisme biologique. Et le plus tragique dans tout ça, personne ne vous a prévenu que cela arrivait. Personne ne vous a fait asseoir à 18, 25 ou 30 ans pour vous dire « Écoute bien, ton cerveau va commencer à effacer ta vie. Année après année, il va enregistrer de moins en moins de données jusqu'à ce que des décennies entières finissent par ressembler à un simple week-end. » Ce système qui vous a formé, le même qui vous a ordonné de vous asseoir, de mémoriser, de répéter, de vous spécialiser, d'optimiser et d'obéir. Ce système est précisément la raison pour laquelle cette suppression s'accélère. Un physicien de génie, Richard Feynman, l'avait compris bien avant tout le monde. Pas dans un laboratoire aseptisé, mais en menant une vie si agressivement différente de ce que le système prescrivait, qu'il est devenu la preuve vivante d'une découverte en neurosciences qui ne serait publiée que 30 ans après sa mort. Ce qu'il a prouvé, et ce que la science confirme aujourd'hui, est bien plus qu'une simple curiosité biologique. C'est une accusation directe contre tout ce qu'on vous a appris sur la manière de vivre. Votre temps ne s'accélère pas parce que vous vieillissez. Votre temps s'accélère parce qu'on vous a entraîné à le laisser faire. Pour comprendre comment on vous a fait ça, nous devons plonger dans ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre crâne, à l'instant même où mes mots atteignent vos tympans. En 2019, Adrien Béjean, professeur de génie mécanique à l'université de Duke, a publié un article dans la European Review qui a enfin mis de la physique brute derrière ce sentiment universel. L'article s'intitulait « Pourquoi les jours semblent plus courts à mesure que nous vieillissons ?» La réponse de Béjean n'était pas poétique, elle était mécanique. Voici ce que Béjean a découvert. Votre cerveau ne mesure pas le temps avec une horloge à quartz ou un pendule. Il le mesure à travers des images. Chaque moment de votre expérience consciente est construit à partir d'une séquence rapide d'instantanés mentaux. Des clichés visuels capturés par vos yeux, traités par vos voies neuronales et assemblés dans ce que vous appelez le présent. Quand vous étiez enfant, ces voies étaient courtes, neuves et incroyablement rapides. Les signaux faisaient la course entre vos yeux et votre cortex sans rencontrer la moindre résistance. À cette époque, votre cerveau capturait la réalité en quelque chose qui ressemblait à du ralenti haute définition. Des milliers d'images mentales inondaient chaque journée. Chaque heure était dense, saturée d'informations. Chaque après-midi était un océan de découvertes. Ce n'est pas une image littéraire, Béjean l'a mesurée physiquement. Les yeux des enfants effectuent des mouvements ultra rapides que les scientifiques appellent des saccades. Ils le font bien plus fréquemment que les adultes. Le système visuel d'un enfant scanne le monde en permanence, aspirant des quantités massives de données, encodant chaque détail parce que pour lui, tout est radicalement nouveau. Le résultat mathématique est brutal. Une seule journée pour un enfant de 5 ans contient plus d'images mentales traitées qu'une journée entière pour un adulte de 50 ans. Pas un peu plus. Une différence d'ordre de grandeur. Vous vivez littéralement moins de vie par heure aujourd'hui que lorsque vous aviez 10 ans. Et chaque année, cette fraction diminue encore. Et voici le mécanisme précis, l'engrenage caché que personne ne vous a révélé. À mesure que vous avancez en âge, deux phénomènes se produisent simultanément dans l'obscurité de votre boîte crânienne. D'abord, vos réseaux neuronaux deviennent de plus en plus complexes. Davantage de connexions, des chemins plus longs, des ramifications infinies. Les signaux électriques doivent parcourir des distances de plus en plus grandes pour atteindre la même destination.
Le traitement de l'information ralentit par simple contrainte géographique. Ensuite, et c'est la partie qui devrait vous effrayer, ces autoroutes neuronales commencent à se dégrader physiquement. Les nerfs accumulent des dommages microscopiques avec le temps. Imaginez le vieux câblage électrique d'une maison ancestrale. La résistance augmente, le signal s'affaiblit, la transmission devient poussive. Le résultat combiné est d'une brutalité mathématique. Votre cerveau traite de moins en moins d'images par unité de temps réel. Vos yeux bougent plus lentement, votre vélocité de saccade chute. Et parce que votre cerveau mesure la durée par le nombre de nouvelles images qu'il traite, moins d'images signifie mécaniquement moins de temps perçu. L'horloge au mur indique toujours 24 heures, mais votre cerveau n'en a vécu que 12, ou 8, ou peut-être seulement 4. Le reste n'a pas été vécu, il a été sauté, comme une image manquante sur une pellicule de film rayé. Ce n'est pas une théorie sur vos sentiments ou votre nostalgie, c'est de la physique. C'est une dégradation mesurable du signal dans votre matériel biologique. Cela signifie que là, maintenant, aujourd'hui, votre cerveau capture une fraction infime de la réalité qu'il saisissait quand vous aviez 10 ans. Vous vivez littéralement moins de vie par heure qu'auparavant. Mais les recherches de Béjan n'expliquent que le hardware, le câblage physique. Elles n'expliquent pas pourquoi, pour certains, les 5 dernières années ont semblé durer un siècle, alors que pour vous, elles ont fondu comme neige au soleil. Pour comprendre ce décalage, nous avons besoin d'une autre pièce du puzzle. Nous devons retourner en 1951, dans une salle de classe de Rio de Janeiro, face à un physicien qui s'apprête à exposer une vérité si laide sur l'éducation qu'un officiel du gouvernement la qualifiera de cancer. Richard Feynman débarque au Brésil pour enseigner la physique avancée à l'université de Rio. La salle de classe surplombe la baie de Guanabara. Chaque jour, la lumière du soleil rebondit sur l'eau turquoise avec une intensité aveugle. Et chaque jour, Feynman remarque quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Ses étudiants sont des génies de la récitation. Posez-leur une question sur l'angle de Brewster, cet angle spécifique où la lumière réfléchie devient parfaitement polarisée, et ils vous recracheraient la définition du manuel sans reprendre leur souffle. Une mémoire parfaite, mot pour mot, sans une seule hésitation. Alors, Feynman fait une chose simple. Il pointe la fenêtre du doigt. Il montre la baie, la vraie lumière, le reflet étincelant sur l'eau réelle, juste devant leurs yeux. Il leur demande d'appliquer ce qu'ils viennent de dire, de regarder cette lumière et de lui expliquer ce qu'ils voient. Silence de mort, regard vide, rien. Comme il l'écrira plus tard dans « Vous voulez rire, monsieur Feynman », tout était entièrement mémorisé, mais rien n'avait été traduit en sens. Les étudiants pouvaient accéder à l'information si et seulement si vous utilisiez les mots-clés exacts du manuel. Si vous disiez « Regardez l'eau », la machine s'arrêtait. Il n'avait aucun fichier mental nommé « Regardez l'eau », seulement un fichier nommé « Lumière réfléchie par un milieu avec un indice de réfraction ». Feynman assiste alors à un cours d'ingénierie. Le professeur dicte si lentement que les étudiants recopient chaque virgule. Un élève montre fièrement à Feynman une question d'examen à venir et sa réponse, apprise par cœur. L'élève réussira. L'élève n'a absolument rien compris. À la fin de son séjour, Feynman donne un discours devant les professeurs et les membres du gouvernement. Il ne prend pas de gants. Le système n'éduque personne, il entraîne des dispositifs d'enregistrement humain. Le chef de l'éducation scientifique se lève après lui et déclare « Je savais que nous avions une maladie dans notre système. Ce que je viens d'apprendre, c'est que nous avons un cancer. » Et voici le coup de grâce. Les 2 seuls étudiants qui avaient réussi dans la classe de Feynman étaient des anomalies. L'un avait été formé en Allemagne, l'autre s'était instruit seul pendant la guerre quand les professeurs étaient absents. Aucun de ceux qui avaient été intégralement façonnés par le système n'avait réussi. Le taux d'échec intellectuel était de 100%. Pourquoi est-ce crucial pour votre perception du temps ? Parce que ce que Feynman a vu à Rio n'était pas seulement une faillite scolaire. C'était l'observation du mécanisme neurologique précis qui fait disparaître vos années. Voici le lien que personne ne fait. Quand vous mémorisez sans comprendre, quand vous répétez sans traiter, quand vous apprenez à reconnaître des motifs au lieu de voir la réalité, vous entraînez votre cerveau à ignorer le monde.
Vous êtes en train de construire l'équivalent neurologique d'une rocade de contournement autour de l'expérience réelle. Voici ce qui se passe. Lorsque vous mémorisez sans traiter, lorsque vous répétez une routine sans engager votre curiosité, vous créez une autoroute mentale qui saute les détails. L'information entre, est immédiatement classée dans un dossier déjà vu et n'est jamais encodée comme un nouveau souvenir. C'est ce que les neuroscientifiques appellent l'adaptation neurale. Votre cerveau est une machine à économiser l'énergie. Il est conçu pour ignorer ce qu'il a déjà cartographié. Un enfant n'a presque rien cartographié, donc son cerveau traite tout. Un adulte qui a passé 20 ans dans la même carrière, les mêmes routines, les mêmes schémas de pensée, a déjà tout balisé. Presque rien ne passe le filtre. Le système accélère ce processus de manière industrielle. 12 ans d'école, 4 ans d'université, une carrière bâtie sur la spécialisation, chaque étape est une instruction identique. Mémorise le motif, répète le motif, optimise le motif. Ne dévie jamais du motif. On vous entraîne systématiquement à construire des murs de plus en plus épais autour de votre capacité à percevoir. Le résultat ? Votre cerveau cesse d'enregistrer. Et quand il cesse d'enregistrer, le temps s'effondre. Pas parce que l'horloge change, mais parce qu'il ne reste plus rien dans votre mémoire pour donner du poids à ces heures. Une étude menée par les psychologues Mark Wittmann et Sandra Lenoff sur 499 personnes âgées de 14 à 94 ans a révélé un schéma terrifiant de régularité. À partir de 40 ans, le constat est unanime. Le temps s'accélère progressivement, décennie après décennie. Mais les mathématiques derrière ce sentiment sont encore plus sombres que l'intuition. En 1877, le philosophe français Paul Janet a proposé que chaque année semble plus courte parce qu'elle devient une fraction de plus en plus petite de votre vie totale. À 5 ans, une année représente 20% de tout ce que vous avez vécu. À 50 ans, elle n'en représente plus que 2%. Déjà, c'est vertigineux. Mais le mathématicien Robert Lemlich est allé plus loin. Il a construit un modèle plus précis et a découvert que notre perception du temps est proportionnelle à la racine carrée de notre âge réel. Selon son cadre de calcul, un homme de 55 ans vit le temps environ 2,25 fois plus vite qu'un enfant de 11 ans. Et voici la liste que vous devriez lire très lentement, car elle contient une vérité si inconfortable que votre esprit cherchera immédiatement à la rejeter. Selon ce modèle, les périodes suivantes de la vie sont perçues comme étant de durée égale, de 0 à 1 an, de 1 à 4 ans, de 4 à 9 ans, de 9 à 16 ans, de 16 à 25 ans, de 25 à 36 ans, de 36 à 49 ans, de 49 à 64 ans et de 64 à 81 ans. Relisez bien, cachez les chiffres et regardez la réalité. Au moment où vous atteignez vos 25 ans, environ la moitié de votre vie subjective, la vie que vous ressentez, celle dont vous vous souviendrez vraiment, est déjà terminée. Vous pourriez vivre encore 60 ans, mais ces 60 années pèseront moins dans votre mémoire que les 25 que vous avez déjà brûlées. Pas parce que ces années valent moins cher, mais parce que votre cerveau enregistrera de moins en moins de photogrammes par seconde. Maintenant, posez-vous la question fatidique. Qu'est-ce qu'on vous a forcé à faire entre 5 et 25 ans ? On vous a demandé de vous asseoir dans une classe, de mémoriser, de répéter, de suivre le motif, de ne pas poser de questions, de ne pas perdre de temps à jouer. Ils ont passé les années les plus riches de votre perception à vous entraîner à ne plus percevoir. On a pris la période où votre caméra mentale tournait à 1000 images par seconde pour vous apprendre à fermer l'obturateur. On vous a vendu l'idée que l'efficacité était la clé du succès, sans vous dire que l'efficacité est le nom que la biologie donne à l'oubli. Chaque tâche que vous automatisez est une tâche que vous effacez de votre biographie. Chaque routine que vous perfectionnez est une année que vous jetez à la poubelle. Nous sommes devenus des experts de la survie optimisée, mais des analphabètes de l'expérience vécue. Mais il y a un homme qui a brisé ce cycle. Et il ne l'a pas fait avec de la méditation ou des rituels de bien-être. Il l'a fait avec une simple assiette qui vacillait dans une cafétéria. Nous sommes en 1946 à l'université Cornell. Richard Feynman est un homme brisé. Sa femme, Arlene, est morte. La tuberculose l'a emporté en 1945 à seulement 25 ans. Feynman était avec elle depuis le lycée.
Il l'avait épousée contre l'avis de tous, l'avait installée dans un sanatorium près de Los Alamos pendant qu'il construisait la bombe atomique, lui rendant visite chaque semaine pour la voir s'éteindre lentement. Après sa mort, il est retourné au labo. Il n'a pas pleuré, pas tout de suite. Il a fallu qu'il passe devant la vitrine d'un magasin de vêtements et qu'il imagine Arlene dans l'une des robes pour que le barrage cède. À Cornell, la physique est devenue un poids, une obligation, une attente étouffante. Il refuse même une offre du prestigieux Institute for Advanced Study de Princeton, là où travaille Einstein, parce qu'il est convaincu d'être grillé, incapable de produire quoi que ce soit d'important. C'est alors qu'il prend une décision qui, sans qu'il le sache, attaque de front le mécanisme d'accélération du temps identifié par Béjan 70 ans plus tard. Il écrit dans ses mémoires « Je vais jouer avec la physique quand j'en ai envie, sans me soucier de la moindre importance. Jouer. Pas travailler, pas optimiser, pas se spécialiser. Jouer. » En moins d'une semaine, il se retrouve dans la cafétéria de Cornell. Quelqu'un lance une assiette en l'air pour s'amuser. L'assiette vacille, elle oscille en tournant. Là où n'importe quel autre adulte dans la salle voit simplement un déchet de cafétéria en mouvement, Feynman voit un médaillon rouge, le logo de Cornell, qui tourne plus vite que l'oscillation elle-même. Il n'a aucune raison de s'y intéresser. Aucun contrat n'en dépend, aucun cours ne le demande. Mais son cerveau se verrouille sur le détail. Il s'assoit et calcule le mouvement, découvrant un rapport de 2 pour 1. Il court voir Hans Bethe, futur prix Nobel, pour lui montrer sa découverte. Bethe lui pose alors la question que le système nous pose à tous, tout le temps. « C'est intéressant, Richard, mais quelle est l'importance de tout cela? Pourquoi fais-tu ça ?» Et Feynman donne la réponse que tout notre système éducatif redoute. « Ça n'a aucune importance. Je le fais juste pour le plaisir. » Ce calcul sur une assiette vacillante l'a mené aux équations des oscillations, puis au mouvement des électrons dans la relativité, puis à l'électrodynamique quantique, et enfin au prix Nobel de physique en 1965. Comme il l'a dit, c'était sans effort, c'était comme déboucher une bouteille. Tout a coulé naturellement. Mais voici ce que personne ne souligne. Ce que Feynman a fait avec cette assiette n'était pas seulement de la physique. C'était un acte de rébellion neurologique contre le temps lui-même. Pensez à ce qui s'est passé dans son cerveau. Il était coincé dans la routine, le deuil, l'obligation. Son cerveau était en mode adaptation neurale totale, ne traitant plus rien de neuf. Le temps s'effondrait pour lui, comme il s'effondre pour vous. En se forçant à remarquer quelque chose d'inutile, de ludique, de sans importance, il a brusquement forcé son cerveau à se rallumer. De nouvelles données, un nouveau traitement, de nouvelles images encodées. La caméra à haute vitesse a recommencé à filmer. Il n'a pas seulement sauvé sa carrière, il a dilaté son expérience du temps. Feynman a bâti toute sa vie sur ce principe de maintenance de la curiosité. Il possédait une méthode documentée par le mathématicien Giancarlo Rota. Gardez toujours une douzaine de vos problèmes favoris présents à l'esprit. Ils resteront dormants la plupart du temps. Mais chaque fois que vous entendrez un nouveau truc, un résultat, une observation aléatoire, testez-la contre vos 12 problèmes. C'est l'exact opposé de ce qu'on nous apprend. Le système dit « Résous le problème, rends ta copie, ferme le dossier, passe au suivant ». Feynman dit « Ne ferme jamais le dossier, garde en 12 ouverts pour toujours ». Parce que quand votre cerveau passe son temps à croiser de nouvelles informations avec de vieux problèmes, rien n'est jamais routinier. Chaque conversation est une clé potentielle. Chaque observation est une connexion possible. Votre cerveau ne peut pas passer en pilote automatique parce qu'il est toujours en train de vérifier si ce truc bizarre ne répondrait pas au problème numéro 3 ou 7. C'est de la nouveauté forcée. C'est une jeunesse neurologique artificielle que Feynman s'est créée en refusant de clore ses dossiers mentaux. Il ne se contentait pas de garder des problèmes ouverts, il se remettait délibérément en position d'incompétence.
Il a appris les percussions bongo jusqu'à jouer au carnaval de Rio. Il s'est mis au dessin jusqu'à vendre ses œuvres. Il est entré dans un labo de biologie à Caltech pour passer 1 an à étudier les virus, un domaine où il n'avait aucun diplôme. Il a déchiffré des hiéroglyphes mayas. Il a appris la calligraphie chinoise. Ce n'était pas un collectionneur de hobbies, c'était un homme qui refusait que son expertise devienne une prison. Car l'expert a déjà tout cartographié. Son cerveau saute les détails pour économiser de l'énergie. Une chirurgienne à sa 5e millième opération ne traite pas la même densité d'expérience qu'à sa première. L'expérience a lieu, l'horloge tourne, mais le cerveau n'enregistre rien, et le temps s'évapore. En sautant sans cesse dans des domaines où il était inutile, Feynman forçait sa caméra mentale à capturer chaque seconde. Il refusait de laisser son cerveau s'endormir devant la répétition du monde. Regardez maintenant votre propre existence à la lumière de cette trahison biologique. Chaque conseil de carrière que vous avez reçu, chaque livre de productivité que vous avez dévoré, vous a poussé dans la direction opposée à la vie. Spécialisez-vous, trouvez votre niche, optimisez votre flux de travail, créez des habitudes atomiques, automatisez le répétitif, rationalisez tout. Chaque instruction est une commande envoyée à votre cerveau. Cartographie-le, saute-le, arrête de l'enregistrer. On ne vous enseigne pas à vivre une vie fluide, on vous apprend à vivre une vie invisible. Et cela s'aggrave avec les outils que nous utilisons. L'algorithme de votre téléphone vous sert exactement ce que vous aimez déjà, renforçant les mêmes sentiers neuronaux, verrouillant votre adaptation. Votre configuration de télétravail vous maintient dans la même pièce, sur la même chaise, devant le même écran, dans la même posture, jour après jour. Votre routine matinale optimisée, celle qu'un influenceur vous a vendue comme la clé du succès, est neurologiquement identique à un coma éveillé. Même café, même trajet, mêmes étapes. Zéro nouveau traitement. Vous n'êtes pas en train de simplifier votre vie, vous êtes en train de la rétrécir jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'est ici que tout converge, dans une chambre d'hôpital, le 15 février 1988. Richard Feynman est en train de perdre sa dernière bataille contre le cancer. Il a 69 ans. Il a remporté le prix Nobel, reconstruit la physique quantique, exposé la vérité sur la catastrophe de Challenger, appris à jouer des bongos, craqué des coffres forts, peint des nus, décodé des glyphes mayas et écrit des lettres à une femme disparue. Ces derniers mots, documentés par ceux qui étaient là, furent « Je détesterais mourir 2 fois, c'est si ennuyeux ». Pas « j'ai peur », pas « j'ai mal », pas « je voudrais plus de temps », mais « c'est ennuyeux ». Son dernier ennemi était l'ennui. Pourquoi ? Parce que l'ennui est la signature neurologique d'un cerveau qui a cessé de traiter de nouvelles informations. Un cerveau qui s'ennuie est un cerveau en adaptation neurale totale. Dans le cadre de Béjan, un cerveau qui s'ennuie est un cerveau où le temps subjectif s'est arrêté. Votre cœur bat, mais vous n'êtes plus, au sens neurologique, en train d'expérimenter la vie. Feynman ne craignait pas la mort physique. Il craignait ce qui arrivait déjà à tout le monde autour de lui. L'extinction lente et invisible de l'expérience réelle validée par le système. La différence entre une vie qui dure et une vie qui s'évapore n'a jamais été une question d'intelligence ou de quotient intellectuel. Le QI de Feynman était de 125, respectable, mais loin des records. La différence résidait dans l'intention du traitement. Il forçait délibérément son cerveau à rester dans cet état où le temps ralentit, où chaque jour est dense, où la caméra capture tout. Si vos 10 dernières années vous semblent n'en avoir duré que 2, ce n'est pas une fatalité de l'âge, c'est parce que le système a passé vos 25 premières années à briser votre capacité d'émerveillement pour la remplacer par la conformité. On vous a appris à mémoriser au lieu de voir, à optimiser au lieu d'explorer, à répondre au lieu de questionner. Le mécanisme est réel, la physique l'explique, les neurosciences le confirment. Mais Feynman a prouvé que ce mécanisme est réversible. Pas avec des applications de gratitude ou des journaux de bord, mais par l'acte brutal, inconfortable et destructeur pour l'ego de redevenir un débutant. Pour récupérer votre temps, vous devez accepter d'être mauvais dans quelque chose à nouveau. Vous devez accepter de vous sentir stupide, de perdre un après-midi sur un détail qui n'a
aucune importance. Feynman appelait cela le jeu. Le jeu n'est pas un luxe, ni une récompense après le travail. C'est le seul mécanisme biologique connu pour inverser le processus qui fait disparaître votre vie. Les années que vous avez perdues sont parties. La science est claire là-dessus. Mais celles qui vous restent sont encore un champ de bataille. Vous ne vous battez pas contre le temps, ni contre le vieillissement. Vous vous battez contre le système qui a appris à votre cerveau à dormir les yeux ouverts. Réveillez-vous. Regardez l'assiette qui vacille. Redevenez incompétent. C'est le seul moyen de ne pas mourir avant d'être mort. Si tu veux voir le monde tel qu'il est, abonne-toi.